bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi 18 décembre et je viens ouvrir ce vlog avec un colis, donc une réception qui est ici. Colis rouge, peut-être que vous savez de quelle maison d'édition il s'agit. Donc nous allons ouvrir ça ensemble. Alors je sais ce que c'est mais je sais pas quelle forme le livre a. Est-ce que c'est bizarre? Ah, ça peut pas s'ouvrir là, il n'y a pas de soussaille. On va vraiment découvrir ça ensemble parce que pour le coup... Putain. Alors voilà, j'avais un peu peur que ce soit tout blanc en fait le roman. Donc il s'agit des épreuves non corrigées du quatrième roman de Eva Björk Agidottir, donc le clan Sneyberg, qui du coup m'a été envoyé par les éditions de La Martinière. Alors c'est un service presse que j'ai demandé parce que vous le savez, je suis fan de cette autrice, j'adore sa saga Elma, donc je suis trop contente. Voilà, je sautais vraiment comme une puce lorsque j'ai vu qu'elle allait pas... J'allais dire, elle allait publier, voilà, je vais y arriver. Elle allait publier un roman en janvier. Donc la parution c'est le 12 janvier prochain et donc il est trop beau. Il est trop beau. Alors là du coup c'est pas le livre final, j'ai les épreuves non corrigées mais elle m'a demandé, enfin elle m'a dit qu'elle pouvait m'envoyer que celui-là, donc bien sûr bon, je suis très contente en tout cas de l'avoir. Et au niveau du pitch, quand un drame shakespearien se noue sur les terres sauvages de l'Islande, une famille se déchire dans un hôtel de luxe construit sur un champ de lave isolé. La rencontre de la série TV Succession et de Ils étaient 10. Déjà, ça promet un petit peu. Le puissant et fortuné clan Sneyberg s'est rassemblé dans un hôtel perdu au milieu des coulées de lave sombres dans la péninsule de Snæfellsnes en Islande. Tandis que le temps se détériore et que l'alcool coule à flot, l'un des membres du clan disparaît. La menace d'un rôdeur augmente la tension. Mais le vrai danger ne se trouverait-il pas à l'intérieur de l'hôtel ? Maniant le suspense d'une main de maître, Eva nous immerge dans un huis clos puissant, un décor isolé où rien n'est comme il semble l'être. Où rien n'est comme il semble l'être. Le passé douloureux des Sneyberg remonte peu à peu au jour jusqu'à ce que la vérité effarante soit révélée. Alors je pensais que c'était le quatrième tome en fait des enquêtes d'Elma, mais je pense pas, je pense que vraiment on est sur un peu un one shot. Alors c'est bizarre parce que pourtant j'avais cru voir... Oui voilà, j'avais cru voir l'inspecteur Sévar, inspecteur du coup au commissariat d'Akran, donc je pense que pour celles et ceux qui ont lu la trilogie ou même le premier tome de Elma, vous savez qui est cet inspecteur Sévar. Il y a Ordure également, c'est bizarre dit comme ça, Ordure. Mais le commissaire Ordure, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, Ordure est là. Ok, donc il n'y a juste pas Elma, je pense. Alors du coup, ça se passe en 2017. Est-ce que Elma, je me souviens plus quand est-ce que ça se passe. En tout cas, merci beaucoup aux éditions La Martinière, je suis trop contente. C'est trop bien. Je vais voir quand est-ce que ça se passe Elma, parce que... Oh, j'ai la petite carte. C'est trop mignon. C'est choupi. Alors, Elma. Alors, Elma, ça se passe... ça se passe en novembre 2017. Donc là, dans le premier tome, on fait des flashbacks, mais sinon, ça se passe en novembre. Et là, ça se passe quand? Et là, on est également en novembre 2017. Wow, c'est trop bizarre. Dimanche 5 novembre. Bon, bah c'est bizarre. Bon, après, voilà, à voir, à lire. Donc voilà ma chouette réception du jour, je suis évidemment ravie à lire, du coup voir comment ça peut s'intercaler avec l'arrivée de Elma en fait, enfin du moins par rapport au premier tome, parce que j'ai encore quelques éléments en tête du premier tome, donc je pense que ça peut être sympa peut-être de recouper les informations, etc. Voilà, donc ça c'est pour la chouette réception du jour. Et oui, je regardais là-bas parce qu'en fait j'ai mon livre, du coup je vais vous faire un update lecture. Donc j'ai 2 livres terminés. Le premier, L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest, qui est donc un roman paru pour la rentrée littéraire de septembre de cette année, qui est donc dispo qu'en brochet. Il est question d'un féminicide et en fait on suit le personnage qui donc a commis l'acte
de tuer sa femme. On le sait dès le début, c'est pas du tout quelque chose que je vous spoil parce que c'est dans le résumé, etc. Et donc en fait on suit un petit peu au début et pendant tout le récit la construction de ce couple, euh, la personnalité aussi d'Étienne qui est correcteur dans une maison d'édition, enfin une maison d'édition, et on suit également sa femme, Vive. Alors on a vraiment que le point de vue d'Étienne, c'est ça qui est un peu particulier dans ce roman, c'est qu'on a que le point de vue d'Étienne et en fait petit à petit, les deux vont évoluer et en fait, au fil des pages, on a quelques jours avant donc, le fameux meurtre et puis ensuite on a quelques jours après où notamment il y a des extraits de procès-verbaux qui sont un peu disséminés dans le livre. Et c'est grâce à ces procès-verbaux qu'on comprend ou du moins qu'on sait ce qui se passe et on se doute qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas nets qui se sont passés et en fait j'ai beaucoup aimé parce que la tension montait comme ça de manière un peu crescendo au fil des pages, au fil du récit, on sent cette espèce de tension, de suspense. Maintenant, je sais pas si c'est une excellente lecture parce qu'en fait, bon, je me suis pas du tout attachée au personnage d'Étienne. Est-ce que c'est étonnant? Je crois pas. Mais en même temps, je sais pas, parfois elle m'a perdue. En fait, c'est par rapport surtout au couple que formaient du coup Étienne et Vive. Violette, donc et son surnom Vive. Je sais pas, il y a des choses, c'était pas. J'adhère pas trop en fait avec leur mode de vie qui est quand même un peu bobo parisien. Il y a des choses où je me dis, bon, quand même. Donc voilà, c'est un couple un peu spécial et j'ai pas trop réussi à m'attacher à eux en fait. Pour le coup, j'ai pas du tout ressenti d'empathie pour Étienne et même par rapport à Vive, parfois c'était pas. À la fin, je l'ai plaint parce qu'évidemment, en fait, les circonstances font que sa vie se termine de manière extrêmement dramatique, mais j'ai quand même pas réussi vraiment à m'attacher à elle et, euh, et c'est fortement dommage parce que j'en attendais beaucoup de ce roman. Je pensais vraiment que mes convictions en fait allaient être ébranlées, que j'allais m'attacher un peu au personnage de Étienne malgré moi. Et en fait pas du tout. Du début à la fin il est détestable et enfin je l'ai trouvé détestable et j'ai pas compris en fait pourquoi ce parti pris. Parce qu'elle aurait pu plutôt faire vous savez, mettre en fait l'accent à la fois sur Étienne et à la fois sur Viv, enfin faire un chapitre sur l'un, un chapitre sur l'autre. Ça aurait, je pense, donné un peu plus de corps au récit et un peu plus de réalisme et d'immersion. Donc là j'ai pas trop compris. C'est pas une lecture mitigée non plus parce que comme je vous l'ai dit, vraiment au niveau de la plume, j'ai rien à dire, elle est hyper fluide et il y a ce petit côté addictif quand même hein, dans la plume, il y a cette fluidité d'écriture, elle écrit très très bien aussi, hein, Claire Berest, ça c'est sûr, et elle a réussi vraiment à insuffler en tout cas l'âme d'Étienne à travers ses pages, donc très bien, la tension qui monte, et puis la fin aussi très bien également. Par contre, ouais, les personnages, là, gros bémol, mais même les deux, hein, enfin voilà, autant Viv que Étienne, bon, je sais pas. J'ai eu vraiment un espèce de détachement en fait pendant ma lecture, je me suis dit, oula. J'ai eu l'impression d'être un peu en surface, de pas aller vraiment en profondeur et ça m'a vraiment manqué. Donc bien, mais pas waouh. Enfin, ça a pas du tout ébranlé mes convictions ou quoi. Enfin, ouais, je m'attendais vraiment à un effet électrochoc en fait. Je pense que je m'attendais à quelque chose de gros et au final j'étais un peu déçue de pas avoir le waouh escompté. Voilà, si vous voulez l'acheter en brochet, moi je vous conseille plutôt d'attendre le poche. Si vous voulez vraiment vraiment le lire. Parce que pour le coup, il est très court, hein. Clairement il fait 230 pages, je crois. 240 pages, un truc dans le genre. 230 pages. Et en fait, ouais. La tension monte, c'est chouette. On suit la vie de ce couple, la construction, puis aussi le passé en fait de chacun. Alors beaucoup plus le passé d'Étienne que le passé de Vive, mais bon, au fur et à mesure, dans les souvenirs d'Étienne, on a Vive qui apparaît, on comprend leur couple au départ, puis comment ils en sont arrivés là où ils en sont. Et c'est intéressant, mais c'est pas. Ça va pas, voilà, enchanter, transcender. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, lecture terminée qui était bien sans plus. Et autre lecture terminée bien sans plus, on enchaîne. Là où les esprits ne dorment jamais de Jonathan
Jonathan, je sais pas, Werber, qui est donc le fils de Bernard Werber, mais ça je vous le dis à chaque fois. Où là cette fois-ci on est sur un roman qui parle des sœurs Fox et donc notamment c'est une enquête, on suit un personnage principal qui s'appelle Jenny qui va rentrer à l'agence Pinkerton, qui a réellement existé d'ailleurs cette agence, dans les années du coup 1888 aux États-Unis et en fait on va lui donner comme mission d'enquêter sur les sœurs Fox qui sont à l'origine d'un mouvement spirit en fait. Grand mouvement où, vous savez, elles amènent la communication avec les défunts, elles peuvent parler en fait aux morts. Et Jenny est chargée de l'enquête tout simplement pour essayer de démasquer les supercheries, enfin voilà, l'agence Pinkerton, en tout cas les dirigeants de l'agence n'y croient absolument pas et donc veulent que Jenny, qui est également magicienne, qui peut donc comprendre en fait, appréhender un petit peu les trucs et astuces que peuvent mettre en place les sœurs Fox pour faire leur tour. Et c'est intéressant, je vous dis pas du coup évidemment le résultat, si c'est truqué ou pas, mais c'était intéressant, c'était très instructif, j'ai appris pas mal de choses parce que au fil du récit en fait l'auteur distille un petit peu on le sent hein, qu'il est très documenté et il distille pas mal son savoir. Après j'ai trouvé des longueurs parce qu'en fait notamment au début des chapitres on a des passages d'un livre et donc forcément je trouve que ça alourdit beaucoup le récit. À chaque fois de se taper voilà, une page et demie d'un roman, ça casse un peu l'histoire, vous voyez, alors ça segmente hein, et c'est fait exprès, mais je trouve que ça casse vraiment la dynamique de l'histoire, donc ça c'était un peu dommage. Et puis même dans le récit parfois on s'est un peu perdu je pense. Alors après j'ai bien conscience que c'est le premier roman de l'auteur et voilà, il n'est pas parfait, mais pour le coup je suis très curieuse de lire les autres romans de l'auteur parce que d'ailleurs il a paru là aujourd'hui est paru sa future parution, donc ce sera son 3e roman qui va sortir et je suis très curieuse parce qu'en fait on sent qu'il y a vraiment de la matière et c'est ça qui est très intéressant, enfin pour moi dans un roman j'aime aussi m'ouvrir l'esprit, mais également en apprendre, être voilà, instruite, en apprendre en tout cas davantage sur les époques, sur les façons de faire, et cette période-là, je la connais pas du tout. La fin du 19e siècle aux États-Unis, clairement, c'est une période pour moi que voilà, j'ai pas l'habitude de lire, et du coup, c'était très 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 intéressant. Maintenant, voilà, il y avait des petites choses qui m'ont un peu moins emballée. Après, je me suis quand même beaucoup attachée au personnage de Jenny, donc il y a un truc voilà, dans sa plume qui fait qu'on a envie quand même de connaître la suite. Je dirais pas qu'il est addictif ce roman non plus, mais il y avait un petit truc qui faisait qu'on avait envie de savoir la fin vraiment avec cette enquête là sur les sœurs Fox. C'était très, très chouette et j'ai bien aimé. Mais voilà, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangée, donc bonne lecture, plutôt, ma foi, plutôt positive, très bien, mais effectivement quelques longueurs qui ont un peu entaché. Donc voilà, je vous le recommande quand même parce qu'il était très chouette. Si vous voulez en tout cas vous plonger dans l'univers de la magie, dans l'univers du spiritisme, et un peu comme ça dans cette époque très sombre, je pense que ça peut vous plaire. Et ensuite, je suis désolée, je fais rapide, mais j'ai commencé une nouvelle lecture. Il s'agit du Palais des Mille Vents de Kate McAllister. Donc là, on est sur le premier tome d'une saga, L'héritage des steppes, qui se déroule au Pakistan. On est à Lahore, plus précisément en 1838. Je reste au 19e siècle, au niveau de la période historique. Et au Pakistan, c'est très intéressant pour l'instant. Alors l'autrice, je crois, nous l'avait vendu vraiment comme une sorte d'épopée romanesque où en fait il arrive beaucoup de choses aux personnages, à chaque fois, à tous ces personnages principaux. Et c'est vrai pour l'instant. Alors on est encore centré là, j'ai lu 200 pages hein, sur 580. Donc pour l'instant on est très centré sur Lahore, mais je dois vous avouer que voilà, on sent depuis le début que le personnage principal qui s'appelle Morgan personnage donc masculin, va avoir envie d'ailleurs, et on sent qu'il se prépare, enfin dès le début on sent qu'il va pas rester en fait tout simplement à Lahore. Donc pour l'instant c'est très chouette parce que on est plongé comme ça au cœur d'une culture que je ne connais absolument pas,
qui est à mi-chemin. Alors du coup c'est la culture un peu indienne, à la fois un peu russe. D'autre part on a également une princesse, la princesse Chali, je vais dire Chal. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était Chai. Princesse Chali, donc lui il tombe amoureux de cette jeune princesse mongole. Donc on a également quelques rituels et quelques rites en fait tout simplement de la culture mongole qui vient se mélanger à Lahore et c'est vraiment vraiment très chouette parce qu'en fait bon là voilà j'ai lu 200 pages donc pour l'instant on n'est pas encore totalement sur tout ce qui est dit dans la 4e de couverture, mais il tombe amoureux de cette princesse et donc il lui fait une promesse de sauver son aigle notamment. Je sais pas trop comment il va s'y prendre et en même temps il vient d'une famille où son père qui est un Irlandais, donc il a également quelques influences de là-bas. Son père est très violent avec sa mère, avec lui, enfin, il est dans une écurie, donc ils élèvent des chevaux. Alors comment ça s'appelle l'écurie? C'est pas une écurie je pense pas, c'est un domaine je crois. Et donc il aime sa petite vie mais il sent que voilà, son avenir un peu est ailleurs et c'est un aventurier un peu dans l'âme, Morgane. Également il y a une petite fille chez qui arrive, qui est un peu la fille d'un ami de son père qui suit des cours auprès du même précepteur que lui, il va un peu la prendre sous son aile, etc. Bon bah j'en suis là, je vous spoil pas. C'est les 200 premières pages pour l'instant. Je sais pas trop ce qui va se passer mais je sens que l'autrice pose vraiment le décor et qu'après on va être complètement embarqué dans une vraie fresque épopée là, historique, donc tout ce que j'aime, hein. Je pense que si vous me connaissez j'adore ça. Et je dois vous avouer que pour l'instant c'est hyper immersif, j'adore. On est vraiment plongé au cœur de ce milieu, de ces cultures que je ne connais absolument pas. Et du coup, très instructif parce que j'ai les rites, tout est bien expliqué en fait et elle dissémine, pardon, elle dissémine quelques mots aussi indiens, d'autres mots mongols, etc. au cœur là du récit et vraiment ça rend le roman encore plus prenant, encore plus immersif et franchement pour l'instant c'est très chouette. Alors après l'autrice avait parlé de Russie sur cette saga. Pour l'instant, voilà, comme je vous dis, on est au Pakistan, donc bon, la Russie en soi n'est pas hyper loin, mais quand même, j'attends de voir, Mais je dois vous avouer qu'il est très chouette. Un voyage passionné de l'Inde à la Russie orientale jusqu'aux confins du Kazakhstan. Bon, ça pose le décor. Donc voilà, je dois vous avouer que après Lahore, là, actuellement c'est au Pakistan, mais peut-être qu'en 1838 d'ailleurs, je suis en train de penser, peut-être qu'en 1838 c'est pas le Pakistan. Si vous savez, aiguillez-moi. Parce que là, pour l'instant, donc elle met de l'Inde à la Russie. Donc si ça se trouve, l'Inde... Parce qu'effectivement, quand j'ai regardé Lahore, je me suis dit ça me dit quelque chose. Mais j'arrivais pas vraiment à le situer sur la carte. Et donc évidemment, je suis allée sur internet, j'ai regardé. Et puis même pour m'imprégner un petit peu des décors, j'aime bien, quand je connais pas du tout, regarder les images en fait de la ville, des bâtiments, etc. Je trouve que ça donne une ambiance encore plus immersive. Et quand j'ai regardé, c'était au Pakistan. Donc voilà, peut-être qu'à l'époque, le Pakistan n'était pas indépendant. Il est fort possible. Peut-être que c'était juste l'Inde. En tout cas, voilà, une forte évidemment influence indienne hein, au Pakistan, ça c'est clair. Donc voilà, il y a pas mal de mots. Donc voilà, pour ma lecture en cours, je vous ferai un update lecture très bientôt. Je vous reprends du coup plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Aujourd'hui nous sommes le 28 décembre, jeudi 28 décembre et je vous reprends du coup après une longue pause fête de Noël. C'est toujours un moment que je garde et que je préfère garder pour moi-même. Donc voilà, j'ai vraiment quasiment pas filmé en tout cas de mon séjour retour
chez mes parents du coup à Limoges et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, si je fais tout maintenant ou si j'attends un petit peu. En tout cas je voulais vraiment absolument ouvrir ce colis avec vous, un colis que j'ai reçu pendant mon absence. Il est énorme donc je pense savoir ce que c'est. Je pense que le partenariat 2024 avec les éditions Charleston commence maintenant. Nous allons voir ça ensemble. Mais ouais, vu la taille du bouquin, je crois savoir ce que c'est. Et du coup, voilà, je ne peux pas attendre. Je sais que j'ai 15 millions d'autres trucs à vous dire, mais on va d'abord ouvrir ce colis parce que je trépigne d'impatience. Et j'allais l'ouvrir en fait sans vous montrer, donc je me suis dit non, attends Marie, tu te poses 2 minutes. Tu ouvres ton colis et après tu reprendras pour leur parler plus en détail, faire un énorme book haul de Noël du coup. Et j'ai 3 livres, enfin, les livres ici à vous parler également. Donc bon bref, c'est parti. Je suis trop contente. Oh là là. Si c'est ça, trop bien. Oui, c'est ça. Waouh, il est magnifique. Franchement, pépite ce roman. Et il est encore abîmé. Décidément, les éditions Charleston. Alors je sais pas s'il s'abîme pendant le transport ou s'il est abîmé avant. Bref. Il s'agit donc de La Rose de Minuit, le nouveau roman de Lucinda Riley qui va paraître alors j'ai pas les dates en tête, 12 janvier je crois, je sais plus. Je vous mettrai là la date de sortie du roman, mais en tout cas courant janvier, je sais plus si c'est le 4 ou le 12, en tout cas il y a pas mal voilà, de sorties très chouettes au mois de janvier en début d'année. À chaque fois c'est la rentrée littéraire d'hiver. Et Lucinda Riley, donc bien sûr, enfin bien sûr, si vous ne le saviez pas, donc elle est décédée il y a de ça 2-3 ans je crois, mais il y avait encore un roman un peu dans les bacs si je puis dire, et il s'agit de La Rose de Minuit. Alors je suis hyper fan de cette couverture avec un palais. En tout cas, au niveau du coup du résumé, quand la célèbre actrice Rebecca Bradley passe les portes en fer forgé d'Asterbury Hall, le domaine anglais qui sert de lieu de tournage à son prochain film, elle est subjuguée par cette propriété sortie d'une autre époque. Loin des paparazzis et du glamour d'Hollywood, elle éprouve immédiatement une curieuse sérénité. Mais le jour où elle découvre sa troublante ressemblance avec Lady Violet, la grand-mère de l'actuel propriétaire des lieux, elle décide d'en savoir plus sur le passé de cette étrange famille. Aidée par un jeune homme originaire de Bombay à la recherche d'informations sur son aïeul, qui aurait vécu à Astbury Hall, Rebecca perce peu à peu les secrets qu'abritent les vieilles pierres du manoir. Seulement, les ombres qui hantent la dynastie des Astbury pourraient bouleverser bien des destinées. Une étourdissante fresque multigénérationnelle qui nous fait voyager des splendides demeures de la campagne anglaise au palais des Maharajas du début du XXe siècle. Donc oui, je pense que c'est voilà, un palais des Maharajas et ça me tente beaucoup. Lucinda Riley, c'est l'une de mes autrices préférées. J'adore la saga des 7 sœurs. Il me tarde la sortie poche, en tout cas du tome 8, parce que voilà, la saga des 7 sœurs, c'est vraiment ma passion. Et en plus de ça, j'ai pu lire un autre roman d'elle, un one-shot, qui est donc L'Ange de Marshmallow Hall. Et voilà, je sais qu'il faut que je continue en tout cas ma découverte de cette autrice parce que j'adore, je suis fan de tout ce qui est secret de famille, grande demeure anglaise en tout cas, où en fait elle a cette manière de conter très particulière où les lieux sont un peu des personnages aussi à part entière et ça c'est très chouette. Alors vous voyez, c'est pour la traduction française, c'est les... Ah non, ah oui, je dis des bêtises en fait, je dis vraiment des bêtises. Effectivement, en fait, il est déjà paru ce roman aux éditions City en 2014. Donc il y a déjà eu une traduction française en fait de ce roman qui s'est intitulé à la base The Midnight Rose, qui est paru en 2013. Il est paru en France, donc aux éditions City en 2014, et là du coup c'est une réédition si vous voulez, pour donc 2024. Alors je sais pas si la traduction a changé. En tout cas, oh, on est à Darjeeling en Inde. Franchement, ça me donne terriblement envie. Alors c'est un gros bébé. Il fait quand même
670 pages, c'est quelque chose. Et donc à la fin, à chaque fois, on a les avis des lectrices Charleston et donc nous allons voir un petit peu ce qu'elles en pensent. Alors, Carnet littéraire, c'est une histoire bouleversante sur les liens transgénérationnels, la condition de la femme et la puissance des liens amoureux. L'autrice nous offre une fin émouvante qui ne laisse pas indifférent. Dans tous mes états, une délicate histoire sur le partage et la reconnaissance, un roman fort qui se savoure page après page. Les livres de Sophie, l'intrigue est très bien menée, on voyage à travers les pages depuis un luxueux palais indien jusqu'à un manoir anglais entre des saris colorés et un bon thé. Ma jolie librairie, cette histoire a tout d'un conte des mille et une nuits, des temps modernes et emportera ses lecteurs de la première à la dernière page. Ça donne envie. Door 16, ce roman livre l'histoire saisissante d'une dynastie emplie de secrets et de tragédies. Les pages défilent les unes après les autres à une vitesse incroyable. Ça a l'air trop bien. Voilà, je dois vous lire tous les avis des lectrices à chaque fois. Mais en tout cas, merci infiniment aux éditions Charleston. Je suis tellement contente. Lucinda Riley, voilà, mon autrice préf. Donc c'est trop bien, je vais me le caler, c'est sûr, sur mon planning de janvier parce qu'il faut que je le lise, c'est obligatoire là, il n'y a plus le choix, il faut. C'est pas spécialement juste histoire d'honorer mon partenariat, mais c'est parce que c'est Lucinda Riley quoi, elle est au-dessus de tout, c'est trop bien. Donc merci infiniment, là je trépigne d'impatience, il fallait que j'ouvre ce colis avec vous. Et rebonjour, nous sommes aujourd'hui je n'ai plus le jour, le samedi, voilà, 30 décembre 2023 et je reviens du coup pour vous parler de plein de choses, pour vous faire un update lecture ainsi qu'un book haul du coup de mes cadeaux de Noël qui sont, spoiler, que des livres, voilà. Donc je me suis dit que il est temps maintenant de vous parler de tout ça. En termes d'update lecture, pour commencer, ça va être assez rapide. Je suis en cours de lecture audio sur la disparition de Stephanie Meyer de Joël Dicker et j'aime beaucoup. Alors pour l'instant j'en suis au chapitre 20 je crois, donc je sais pas trop parce que j'ai pas vraiment mis de marque-page, mais en tout cas j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a un suspense, une tension qui est présente dès les premières pages et j'aime bien en fait cette histoire avec le fait que on suive comme ça plusieurs personnages, il y a pas mal de flashbacks. On est dans une petite ville qui s'appelle Orphea aux États-Unis en 94 et tout paraît très paisible et puis finalement on se rend compte que le meurtre, un affreux meurtre du maire à l'époque et de sa famille a un lien avec la disparition quelques années après d'une journaliste qui s'appelle donc Stephanie Meyer. Voilà, je vous spoil pas plus, mais c'est hyper chouette, hyper intéressant et j'aime beaucoup voilà, la plume de Joël Dicker, je trouve que elle est envoûtante. Il y a une fluidité extrême qui se dégage de sa plume et il y a un petit côté addictif que j'avais eu dans l'affaire Harry Kéber que je retrouve dans ce roman. Donc ma foi, très bonne lecture pour l'instant en audio, mais voilà, chapitre 20 sur 80, donc j'ai lu à peine un tiers du roman, donc à voir par la suite. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai également terminé Le Palais des Mille Vents de Kate McAllister, donc l'héritage des steppes, c'est le tome 1, il me semble qu'il y a c'est une trilogie je crois. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très agréable, on voyage en Asie centrale. Je vous avais déjà, il me semble, un petit peu parlé dans ce vlog de l'histoire, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était très chouette d'avoir comme ça la partie, on va dire le roman, l'aspect historique de l'Asie centrale au 19e siècle. C'est une partie du monde et encore plus au niveau historique que je ne connais absolument pas. Donc j'ai été ravie en tout cas de découvrir cet aspect-là. Et là on est clairement sur un pur roman historique comme j'adore, où il y a tout un tas d'aventures, où les personnages sont très attachants, mais c'est assez difficile. Il y a des scènes je trouve qui sont voilà, assez violentes en vrai. Malgré tout j'ai beaucoup aimé. Il y avait juste à mon sens quelques longueurs qui parfois ont fait que le récit à mon sens n'avançait pas assez vite. Donc c'est pas réellement un coup de cœur, mais c'est quand même une très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir découvert et ça présage un tome 2
assez explosif. J'ai déjà lu le résumé du tome 2 et je me dis ça va être génial parce qu'en fait dans le tome 2 on va suivre l'un des personnages un peu secondaires de ce tome 1, donc trop bien. Et le personnage en tout cas de Morgan, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il était très téméraire, très fort, un homme courageux, l'homme, enfin vraiment un peu un cliché ambulant, mais en même temps c'est tout ce qu'on aime, je pense, tout ce qu'on aime retrouver dans ces romans un peu d'aventure. C'est un vrai aventurier. Et en même temps les personnages féminins qui gravitent autour de lui sont à mon sens un peu des personnages secondaires. C'est pour ça que je comprends pas trop le choix de la couverture avec une femme, même si je crois savoir de quelle femme il s'agit. J'avoue que le personnage principal c'est quand même un homme. Morgan du coup dès le début, et vous allez voir il va grandir, il va y avoir beaucoup d'aventures avec notamment des chasses à l'homme, etc. C'est très chouette. Une bonne en tout cas, un bon récit d'aventure et ou voyage. Donc je vous conseille si vous aimez un petit peu ce genre d'histoire. Et j'ai terminé 2023, alors bon je sais qu'il me reste demain, peut-être que y aura je vais lire un autre livre entre temps. En tout cas j'ai fini hier La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby, qui est un roman, une romance de Noël, en fait une comédie de Noël auquel je n'ai pas du tout accroché. Je peux pas parler de flop total, mais je suis une lecture voilà, très mitigée où clairement il y a plein de choses qui m'ont dérangée, dont notamment le personnage principal qui s'appelle Ben, qui est donc travaille au sein des éditions de la Mare à Paris, et en fait il est un peu relégué à l'envoi des lettres de refus et ça le saoule hein, clairement. Il est dans un métier qu'il n'aime pas et il aimerait bien devenir éditeur. Il lit, ça lui arrive de temps en temps de lire les manuscrits où il doit envoyer la lettre de refus, et là il tombe sur une pépite qui s'appelle La Réconciliation. Alors déjà ça commence mal parce que j'ai trouvé ça dommage en fait qu'on ne connaisse pas le vrai sujet en fait du roman, pour lequel du coup il va se déplacer à Arnac-la-Poste en Haute-Vienne, essayer de convaincre en fait la personne qui l'a écrite de lui signer un contrat d'édition. Et en fait déjà je trouve ça dommage parce qu'on sait pas de quoi parle le roman, tout est très flou comme ça, je trouvais ça vraiment voilà, dommage encore une fois. Et Arnac-la-Poste du coup est un village en Haute-Vienne, pas très loin de Limoges d'où je suis originaire, qui existe bel et bien, qui n'est par contre évidemment pas la capitale de Noël. Tout ce qui se passe effectivement dans le roman est romancé hein, bien sûr, mais j'ai trouvé ça très chouette qu'elle ancre son récit, Zoé Brisby, dans un endroit qui est connu en fait, hein, qui est réel. Maintenant moi j'ai pas du tout accroché avec cette ambiance de Noël qu'elle a voulu insuffler parce que j'ai trouvé ça trop en fait, too much. Ça partait dans tous les sens. Et c'était comme... c'était marrant parce que c'est une personne du coup sur Instagram, parce que j'avais mis une story, une personne sur Instagram qui m'a dit qu'elle elle avait le même avis que moi, elle trouvait que c'était pas très crédible, et du coup bah, je la rejoins totalement et j'utilise ces mots pour vous faire du coup cette chronique parler. Clairement je trouve que c'est pas crédible. Il y a plein de trucs où je me dis mais même déjà de base le fait de ne pas savoir de quoi parle le grand roman pour lequel il va faire tout ça, bah je sais pas, ça m'a vraiment perturbée. Puis après en fait Ben finalement donc il noue un pacte avec la personne qui a écrit le roman. Cette personne lui demande en fait de redonner le sourire à sa fille Lali qui a perdu le goût de Noël depuis son divorce. C'est une fille donc en dépression, est-ce qu'on peut dire ça, enfin voilà, qui est très triste suite à sa rupture avec son mari, et donc forcément vous en doutez on est sur une romance de Noël où Ben et Lali vont bien s'aimer, voire plus. Donc bon, ça c'est chouette, on s'y attend, mais je sais pas, j'ai eu un petit goût d'inachevé. J'ai pas ressenti ce que j'aurais dû ressentir pour une comédie et une romance de Noël. À mon sens, c'était un peu fade et un peu trop. Et comme j'ai vraiment pas accroché aussi avec le personnage principal de Ben, que j'ai trouvé parfois très hautain, assez arrogant. Il a ce flegme, cette nonchalance qui est un peu énervante parce que il pense qu'il sait tout faire. Enfin voilà, c'est un peu... J'ai pas trop accroché avec lui. Donc le tout fait que c'est vraiment une lecture un peu mitigée et je suis hyper déçue parce que pourtant, vous le savez, j'ai presque eu un coup de cœur pour Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby qui est génial. Le roman est là.
Il est là, il est là, il est où? Il est là. Il est derrière moi du coup. Celui-là, celui-là, il faut le lire, il est trop bien. Mais alors, on n'est pas du tout sur la même base, vous en doutez, pas du tout sur les mêmes histoires. Là, on est clairement sur un thriller qui se passe dans les années 50 aux États-Unis, où il est question en fait de base américaine et surtout voilà, de base militaire, où ils étudient la bombe atomique. Rien à voir avec ce petit roman de Noël qui là est plus sur une ambiance un peu feel good, mais feel good plus, auquel moi voilà, j'ai pas spécialement adhéré, je vais pas plus m'éterniser dessus, je suis un peu déçue, et puis même de cette fin, la fin m'a pas transcendée non plus. Donc voilà pour mon avis sur Zoé Brisby. J'ai dans ma pile à lire un autre roman d'elle, c'est Bon baiser de Copenhague. Donc je pense que je le lirai pour me faire évidemment un avis. Mais comme quoi en fait en fonction des auteurs, en fonction surtout je pense des histoires et des thématiques, on peut avoir plusieurs avis différents. Typiquement voilà, presque coup de cœur et celui-là très mitigé. Donc ma foi, voilà. C'était mon update lecture un peu succinct. Parce que du coup j'ai beaucoup de choses à vous montrer vu que j'ai eu beaucoup de livres pour Noël. Là clairement c'est le coup de grâce pour ma palle comme dirait une copine à moi. Clairement j'ai carrément un carton de livres. Oui. Donc je vais vous présenter tout ça. C'est parti. Je fais un peu dans le désordre. En premier, du coup, j'ai eu La Belle Italienne de Lucinda Riley, qui est le dernier roman de l'autrice que je n'avais pas, donc c'est parfait. Est-ce que j'en ai d'autres que j'ai manqué? Je ne sais plus. Mais je crois que oui, c'est le dernier qui me restait à compléter pour ma collection Lucinda Riley, que j'espère vraiment, bah là pour le coup ça va être en 2024, mais je vais continuer à fond cette autrice parce que c'est clairement l'une de mes autrices préférées. J'ai lu également La Vierge en bleu de Tracy Chevalier. C'est l'une de mes autrices un peu, j'allais dire découverte de 2023, mais c'est pas vrai parce que j'en avais lu un en 2022. Mais La Jeune Fille à la Perle que j'ai lu cette année a vraiment été incroyable et je veux absolument du coup lire les autres romans de l'autrice. Donc je suis très contente d'avoir eu La Vierge en bleu. Où cette fois-ci on est visiblement sur une histoire de double temporalité. Histoire tragique et foisonnante des tourniers sur fond de guerre de religion. Voilà. Écoutez, ma foi, parfait. Ensuite, ça tombe trop bien, il était dans ma wishlist celui-ci. J'ai eu L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, donc je vais pouvoir encore plus découvrir cet auteur maintenant que je suis en train d'écouter du coup son deuxième roman, enfin un deuxième roman de lui, c'est français, c'est le deuxième roman de lui que j'écoute et que je lis. Et donc j'ai L'énigme de la chambre 622. Très contente de le découvrir celui-ci. Ensuite j'ai eu également dans ma wishlist Mon mari de Maud Ventura, qui est un roman que je voulais vraiment découvrir. Il a fait beaucoup parler et il est sorti je crois il n'y a pas très longtemps au format poche l'année dernière. Oui, l'année dernière il est sorti au format poche et il a l'air assez glaçant, voilà, donc trop contente. De ma wishlist j'ai eu Les filles du manoir Foxcott de Eve Chase, qui est vraiment, comme sa couverture l'indique, un peu un roman secret de famille, roman historique dans l'Angleterre des années 70, où on a un bébé par exemple qui est retrouvé dans les bois du manoir. Bref, tout ce que j'aime, donc ravie, et de toute façon il était également sur ma wishlist. De ma wishlist, j'ai eu aussi Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Cette autrice, je l'ai découverte cette année en 2023 avec Les Sirènes de Malibu, que j'avais beaucoup aimé, ça avait été une très bonne lecture. Et j'en entends que du bien sur Les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc ma foi, super contente de l'avoir reçue. Ensuite, j'ai eu un doublon. Ça c'est ma faute, c'est parce que je l'ai mis dans ma wishlist et puis finalement je l'ai acheté entre temps. Voilà. My bad. Ensuite de ma wishlist, le dernier roman de ma wishlist, il s'agit du Templier de l'ombre de Mireille Calmel.
J'adore Mireille Calmel, j'ai lu, je sais plus moi, 5 romans je crois d'elle et à chaque fois j'adore. J'ai eu notamment un coup de cœur, donc là vous avez les romans de Mireille Calmel, j'ai eu un coup de cœur pour La Louve Cathare, le tome 1 je crois, c'est le tome 2, enfin les deux de toute façon la trilogie est trop bien. Et j'ai beaucoup aimé La Prisonnière du Diable et j'ai lu aussi Les Lionnes de Venise que j'avais également beaucoup aimé. Donc voilà, je suis ravie de découvrir cette nouvelle duologie parce que du coup il y a 2 tomes. Il a l'air trop bien. Et enfin j'ai eu 2 autres romans qui n'étaient pas spécialement dans ma wishlist mais que des personnes ont souhaité du coup me faire découvrir. Il s'agit de Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano. Alors je la vois beaucoup passer en salon, enfin je la connaissais déjà hein, cette autrice, elle est quand même assez connue. Mais j'avoue que je sais pas, je n'étais pas spécialement hyper attirée par ses ouvrages. Mais ma foi, ce sera l'occasion de découvrir sa plume. Et l'autre roman, j'ai eu Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier, qui est également un auteur très connu je pense. Apparemment c'est un peu des romans avec beaucoup d'humour, voilà je cherchais le terme mais voilà avec beaucoup d'humour et ma foi pourquoi pas. À voir. Voilà du coup pour mon énorme book haul de Noël, mais je suis trop contente, c'est vraiment trop bien d'avoir autant de livres. À chaque fois je me dis ça m'en fait beaucoup quand même parce que là c'est hors de contrôle hein. Concrètement ma piscine à lire, ma bibliothèque à lire est hors de contrôle, mais je suis quand même trop contente d'avoir reçu tous ces romans. À chaque fois c'est un véritable plaisir et je crois que je vous avais pas parlé avant de finir ce vlog qui sera je pense assez long. Je vous avais pas parlé, mais j'ai reçu du coup, j'ai gagné un concours sur Instagram des éditions Hervé Chopin et j'ai donc reçu le tome 2 de la saga Les Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor. C'est un roman fantastique, fantastique où en fait on a des historiens qui remontent le temps, ils ont créé une machine à remonter le temps et ils étudient un petit peu voilà du coup le passé à l'Institut Sainte-Marie, c'est pour ça que ça s'appelle les Chroniques de Sainte-Marie. Et on suit, si vous voulez, un personnage principal qui s'appelle Maxwell. Voilà, Madeleine Maxwell. Et donc effectivement dans le deuxième tome elle est historienne, donc comme je vous l'ai dit, et ils ont bien l'intention de continuer leur travail de recherche et leur mystérieux voyage. Dans ce tome 2, ils se retrouvent ainsi projetés dans le Londres victorien de Jack l'Éventreur. Tout se complique lorsqu'un obscur ennemi décide de détruire l'Institut Sainte-Marie, quitte à anéantir l'histoire elle-même. Et j'avais bien aimé le tome 1, même si j'étais un peu restée sur ma faim au niveau de certains éléments, je trouvais que c'était un peu trop mélodramatique. Mais ma foi, vu que j'ai gagné le concours, je vais pouvoir lire le tome 2 parce que là pour le coup, l'histoire de Jack l'Éventreur, ça me tente beaucoup. Voilà, et je voulais également vous montrer, décidément ça ne s'arrête plus, je sais, là il y a un nombre incalculable de livres qui rentrent dans ma pile à lire, c'est fou. J'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, que vous avez pu voir un petit peu dans les derniers vlogs, et le numéro 24 c'était donc un livre. Il s'agit de celui-ci, le projet Bluebird de Sharon Cameron, donc il était bien sûr dans ma wishlist. Et si vous voulez, on est en 1945 et on suit Idge qui est sous le choc de l'annonce de la mort d'Hitler. Élevée dans l'idéologie nazie, la jeune fille est confrontée aux atrocités commises par la dictature et au rôle qui a joué son père, désormais porté disparu. En 1946, on suit Eva qui fuit l'Allemagne dévastée pour New York sous une nouvelle identité avec un seul objectif, traquer l'homme responsable du projet Bluebird qui menace le fragile équilibre mondial de l'après-guerre. Survie, quête de vérité et soif de justice, un thriller d'espionnage glaçant et palpitant inspiré de faits réels. Il a l'air vraiment bien. Il me fait beaucoup penser à L'appel des colombes de Martha Hall Kelly. Alors peut-être pas pareil, mais on va dire qu'on reste un peu dans le même univers, à savoir un roman historique inspiré de faits réels avec, je pense, des personnages très forts en caractère et en détermination. Donc il me tentait beaucoup, voilà, il me tentait vraiment beaucoup et apparemment il est très bien. Alors oui, c'est édité chez Gallimard Jeunesse, donc j'ai un peu peur que ce soit
un peu comme j'avais eu ce ressenti avec Hôtel Castellana de Ruta Sepetys, qui est d'ailleurs qui a écrit un petit commentaire ici derrière sur ce roman. Hôtel Castellana, j'avais beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Mais par contre, j'étais un peu restée sur ma faim en termes de faits historiques, parce qu'effectivement, c'est très... On rentre pas vraiment dans les détails, si vous voulez. On reste comme ça un peu en surface. Donc j'ai un peu peur que ce soit pareil. Et je pense qu'au niveau de la jeunesse, à mon avis, il y a une ligne éditoriale qui fait qu'on reste comme ça en surface et qu'ensuite, à la fin, on approfondit un petit peu les thématiques. Mais voilà, je suis quand même très curieuse de le découvrir. Donc c'est un livre de plus dans ma pile à lire. Voilà, j'arrête le déballage, mais, mais vraiment je vous jure c'est la fin, c'est fini. J'ai pas envie de dire j'achète plus de romans parce qu'on ne sait jamais. Mais clairement il y a pas mal quand même de romans qui ont rejoint ma palle ces derniers temps. Et je suis très contente, hein, c'est vraiment très chouette. Mais voilà, il faut que j'accélère du coup un petit peu le pas sur mes lectures. Je vous présenterai du coup dans le prochain vlog ma lecture en cours qui est spéciale mais que j'aime bien. Voilà, et puis voilà, j'ai clôturé ce vlog ici. J'espère que vous avez été gâtés à Noël, ou du moins j'espère que vous avez passé de bons moments en famille ou pas spécialement. Et j'espère surtout que vous allez passer un bon réveillon et je vous souhaite que le meilleur pour cette année 2024 parce que je pense que je vais clôturer maintenant ce vlog et vous le sortir pour demain à mon avis. Donc on sera le 31. J'espère voilà, qu'en tout cas tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Moi je vous concocte pas mal de vidéos, faut que je les tourne. J'ai plein d'idées hein, mais voilà, il faut que je vous les tourne. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt, à dans une prochaine vidéo. Bye bye.